Bonjour à tous et bienvenue dans ce dossier pour la partie concernant les consoles de 5e génération pour la comparaison des manettes. Alors, la 5e génération marque une révolution dans le monde des jeux vidéo puisqu'on passe de la 2D à la 3D. Donc, si vous pouvez jouer à des jeux maintenant comme des jeux en 3D, la plupart des jeux que vous pouvez avoir sur la PlayStation 4, la Xbox, etc., c'est surtout grâce à cette 5e génération qui a fait le premier pas vers ce système de jeux vidéo, la 3D. Et c'est aussi en même temps une sorte de révolution au niveau des manettes. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, vous aviez à l'époque plusieurs consoles évidemment de 5e génération qui ne sont pas toutes représentées ici au niveau des manettes évidemment, puisque par exemple, je n'ai pas la Jaguar. Je n'ai pas la Jaguar d'Atari et heureusement d'ailleurs parce qu'honnêtement c'est pas franchement une console qui m'intéresse. Alors d'une part parce qu'elle coûte extrêmement cher certes, mais aussi parce que bon globalement la plupart des jeux sont des bouses absolues, hormis Alien et peut-être quelques jeux de plateforme, notamment il me semble un jeu qui s'appelle Zool. Ensuite on va commencer par la Panasonic 3DO Panasonic. Alors, la manette se compose de trois boutons ABC, d'une croix directionnelle qui n'est pas du tout agréable au toucher. Elle est beaucoup trop haute au niveau de la moulure, c'est beaucoup trop haut, donc ça râpe les doigts. Et en plus, elle est très sèche au niveau du toucher. Elle n'est pas du tout fluide, donc c'est vraiment pas du tout agréable au niveau du toucher. Les boutons de la croix directionnelle permettent de avancer une piste, de reculer sur une piste, de changer de piste en arrière et de changer de piste en avant, donc précédent et suivant. On pouvait aussi appuyer sur stop, play, pause. Ça pouvait servir aussi de bouton start et de bouton select, grosso merdo. Parce que évidemment cette console fonctionne sur CD et donc il était possible d'utiliser la console comme un lecteur CD. Voilà, alors cette manette a un petit peu c'est un peu le mix entre la Mega Drive et la Super Nintendo en fait, hein, parce que bon, on peut regarder quand même qu'au niveau de la forme générale, on est sur de la Super Nintendo, c'est-à-dire une sorte de haricot avec deux parties bien distinctes pour la direction et les touches. Les deux gâchettes qui se situent ici sont vraiment aussi quelque chose qui vient directement de chez Nintendo. Et voilà. Ensuite, par rapport à la Mega Drive, on va dire les boutons ABC placés comme ici, c'est vraiment quand même très pompé sur la Mega Drive et aussi la couleur un petit peu de la manette. Même si généralement les manettes de Mega Drive étaient beaucoup plus noires, celle-ci elle est vraiment gris très sombre. Mais bon, c'est un petit peu, voilà, on peut dire que c'est un mix entre la Mega Drive et la Super Nintendo. Ensuite, cette manette proposait la possibilité donc de pouvoir mettre un casque, voilà, via un port jack 3.5 classique et de pouvoir changer le volume grâce à la molette. Donc ça c'était vraiment l'une des premières manettes qui permettait d'avoir une interaction directement avec la console, puisque les premières générations de consoles jusqu'à la quatrième, on peut dire que les manettes servaient uniquement de manettes. Voilà, c'était vraiment le périphérique simplement pour jouer. Et cette manette là, ben, on peut avoir maintenant une autre interaction, c'est-à-dire on peut écouter de la musique ou écouter directement la musique du jeu via un casque. Vous aviez ici un cache qui vous permettait de brancher la deuxième manette. Alors c'est ça qui était un petit peu con, je trouve ce système vraiment débile, puisque la 3DO en fait n'a qu'un port manette sur sa machine. Donc le port manette, vous deviez donc brancher la manette sur le seul port manette de la 3DO. Et ensuite, chaque manette devait se brancher sur la première manette de base. Donc la deuxième manette devait se brancher sur la première manette, la troisième manette devait se brancher sur la deuxième manette. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de jeux où on pouvait jouer à 3, 4 ou 5, 6, j'en sais rien. Mais bon, on va dire que ce système, c'est pas vraiment la meilleure idée du siècle. Enfin, en tout cas, pour moi, honnêtement, je trouve que c'est pas une très bonne idée. Le port manette, quant à lui, est un port manette tout à fait classique. Je vais y arriver ou pas? Oui, non, voilà. Le port manette est un port quasiment qui ressemble à un port de Mega Drive, hein, ou de Master System, comme vous pouvez voir. Les fameux 9 trous, là, les 9 pins. Voilà. Et que dire de plus? Oui, la qualité du câble est vraiment exceptionnelle. Le caoutchouc de ce câble est vraiment il est génial. Vraiment, je trouve que le câble, la qualité de câble de cette manette de 3DO est vraiment très bonne. Et la longueur de câble, c'est au minimum 2 mètres. Donc vous avez largement
de quoi faire avec une sortie du câble par le haut. Alors c'est pas vraiment au milieu, mais bon c'est en haut, donc ça ne gêne pas du tout. La prise en main globale de cette manette n'est pas dégueulasse, mais vraiment la croix directionnelle, c'est pas c'est pas GG quoi. Vraiment, on peut faire mieux. Alors je vais continuer dans les consoles un peu chelou, on va dire les consoles un petit peu les moins connues. Voici la manette de la PCFX. Bon, que dire? Ben, franchement, sur cette manette-là, en sachant quand même qu'on est sur la dernière console de chez NEC, on peut quand même dire qu'ils n'ont pas vraiment été très très bons sur les manettes, hein. Que ce soit les manettes sur la PC Engine ou sur la PCFX, honnêtement, putain, les manettes, c'est vraiment pas c'est pas du GG. Alors, la croix directionnelle en soi est meilleure que celle de la 3DO. En même temps, il y a pas à forcer. Mais elle est vraiment pas agréable et en plus elle glisse. Il n'y a pas vraiment d'aspect rugueux, donc on n'a pas vraiment la sensation de pouvoir très très bien prendre, de pouvoir bien faire les mouvements. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de jeux de baston qui nécessitent comme Street Fighter ce type-là, mais bon, elle n'est pas très agréable. Ensuite, on a les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont notés voilà, en chiffres romains. Je trouve ça vraiment débile. Voilà, je trouve ça vraiment très très nul. En plus, c'est mis de manière vraiment chelou parce que vous voyez c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi ça aurait été logique de voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais eux ils ont fait comme ça. Bon je trouve vraiment que ce système n'est pas GG et voilà. Bon au niveau de la prise en main je sais pas, franchement le plastique fait pas vraiment de bonne qualité. Bon le bouton Select et Run sont bons. Après vous avez le mode AB ici pour le mode 1, mode 2. Honnêtement je sais pas à quoi ça sert. Mais bon voilà, la manette est vraiment pas du tout exceptionnelle. Bon le port c'est un port propriétaire il me semble. Il ne me semble pas que ce soit un port qui a été déjà utilisé sur d'autres consoles. Donc du coup voilà, je pense que c'est vraiment un port propriétaire. Le câble est très long, le câble est assez long. Par contre encore une fois le câble est vraiment trop rigide et ça c'est vraiment un problème chez NEC de faire des câbles comme ça. Alors le pad Avenue pour la PC Engine, 6 boutons, lui a un très très bon câble, mais là vraiment ça fait déjà 2 manettes où le câble est vraiment pas génial, même si ici c'est un peu moins rigide que sur la première manette de la PC Engine, ça reste quand même trop rigide et la prise en main est pas vraiment top, donc vraiment très moyen, voilà. Alors ensuite on va commencer par la Saturn, puisque la Saturn était sortie avant la PlayStation et la Nintendo 64. Donc la Saturn, donc on peut voir quand même qu'on reprend quand même quasiment trait pour trait le design de la Mega Drive. Donc c'est vraiment ça aussi le problème de chez Sega, c'est qu'il y avait vraiment pas trop de créativité. Généralement quand les gens ont changé de console et surtout de console de 4e à 5e génération comme ça a pu être le cas entre la Mega Drive et la Saturn où il y avait vraiment un basculement total voilà, de philosophie de jeu, etc. On se retrouve avec une manette qui ressemble quasiment à une manette d'ancienne génération, donc ça donnait pas franchement envie. La croix directionnelle, elle, par contre, est très très bonne, comme sur une Mega Drive. Hein, il n'y a rien de plus, rien de moins. Le bouton Start, pareil. Les boutons ici, c'est la même. Et par contre, vous aviez 2 gâchettes sur le dessus, qui étaient vraiment très sensibles et qui se cliquaient vraiment très très bien. Donc par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de reproches à faire. Au niveau de la prise en main, c'est quasiment la même chose que sur une Mega Drive. On n'est pas forcément plus à l'aise ou moins à l'aise. C'est grosso merdo la même chose. Le câble sort par le milieu, donc ça ne gêne pas. La longueur du câble est plutôt bonne. Comptez plus d'1,50 m, voire quasiment 2 mètres. Et la qualité du câble, lui, est plutôt bonne. Un petit peu rigide à mon goût, mais plutôt bonne. Ensuite, alors, ça c'est la manette que j'avais avec la PS1. Alors, c'est pas la manette qui était sortie avec la PlayStation 1 dans le milieu des années 90, évidemment. Alors, la PlayStation est sortie d'abord avec une manette sans joystick analogique, puis est sortie avec une version, la Dual Analog, avec des boutons qui étaient beaucoup plus bas, un peu avec un creux notamment aussi à l'intérieur des joysticks, la Dual Analog, et donc là vous avez la DualShock première du nom. Alors la DualShock première du nom, elle s'identifie avec la référence SCPH 110, en sachant que la DualShock 2 c'est SCPH
10 010, enfin c'est 110. Voilà, là c'est 110 en une seule fois si vous voulez, mais la DualShock 2 c'est 100, 1, 0, 0, 1, 0. Voilà. Donc là, bon, il n'y a pas de grosse différence entre la DualShock 1 et la DualShock 2. La DualShock 2 est quand même beaucoup plus précise. Elle est plus précise. Et il me semble aussi qu'elle est un peu plus légère. Ça reste à vérifier. Mais il me semble que voilà, il n'y a que au niveau de la précision des joysticks que ça joue un petit peu. Alors sur cette manette, on a donc deux joysticks que vous connaissez déjà, puisque depuis cette version-là, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, c'est toujours les mêmes joysticks quasiment. Une croix directionnelle avec 4 boutons indépendants évidemment. Les 4 couleurs ici, le triangle, le rond, la croix et le carré, etc. etc. Le bouton Select, le bouton Start. La petite LED pour dire que vous êtes en mode analogique, que vous pouvez désactiver. Et donc les 4 gâchettes avec évidemment les gâchettes L1, L2, R1, R2. Voilà. En sachant que sur la première version de la manette de la PlayStation, sans les joysticks, vous aviez aussi les 4 boutons, sauf que ici c'était beaucoup plus petit, les boutons étaient beaucoup plus fins. Voilà, donc ici c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus confortable. Après au niveau de la prise en main, bah, écoutez, je trouve que quand même cette manette-là reste l'une des références. Pour moi, c'est la meilleure. Hein. Pour moi, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures manettes qu'a sorti Sony. La DualShock 1 et la DualShock 2. Ça reste pour moi l'une des références au niveau de la prise en main, de l'ergonomie des boutons. Je pense que à ce niveau-là, il n'y a absolument aucun reproche à faire. La croix directionnelle est de très très bonne qualité. Les boutons réagissent au doigt et à l'œil. Pour moi, ils sont légèrement trop hauts. J'aurais préféré qu'ils soient un tout petit peu plus, mais vraiment de un demi-millimètre plus bas. Je les trouve un petit peu trop haut, mais ça c'est vraiment juste personnel encore une fois. Et évidemment, les joysticks étaient cliquables, ce qui était vraiment aussi une révolution. Pour l'époque, de pouvoir cliquer sur les joysticks, c'était vraiment une très très bonne idée. Le câble sort par le milieu, câble de très très bonne qualité qui fait quasiment 2 mètres aussi de long, donc c'est du très très bon. Ensuite, et pour terminer, la Nintendo 64. Alors, ce n'est pas la manette officielle parce que malheureusement, ma manette officielle est en très mauvais état. Donc, j'ai préféré sortir une manette qui soit un peu plus présentable, on va dire. Alors, la manette de la Nintendo 64, ça fait vraiment couler beaucoup d'encre, hein, cette manette. Parce que honnêtement, je peux pas dire que ça soit une mauvaise manette. Parce qu'on peut la jouer évidemment comme ça, on peut la jouer comme ça. Je ne sais pas s'il y a des jeux qui se jouent que comme ça d'ailleurs, peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même plusieurs techniques pour pouvoir tenir la manette, donc ça c'est vraiment un plus. Vous avez donc les deux gâchettes LR comme sur la Super Nintendo, ça il n'y a rien à dire. Par contre, là dans cette situation, vous ne pouvez pas les cliquer ici, vous êtes obligé de les cliquer là. Donc elles ne sont pas cliquables sur 100% de la longueur, vous êtes obligé de les cliquer là ou les cliquer là, mais vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Donc si vous avez envie de cliquer ici, c'est pas possible, vous êtes obligé de cliquer avec au début de la gâchette. La croix directionnelle, elle, est toujours de très très bonne qualité, même sur cette version. Le bouton Start, le bouton AB évidemment, le bouton qui permettait donc de pouvoir des fois changer la caméra ici, les boutons jaunes. Et évidemment ce stick analogique que la Nintendo 64 a mis, voilà, qui a mis ce stick à la mode. Puisque c'est quand même Nintendo qui a eu l'idée en premier de mettre ce stick analogique. À l'époque. Et ensuite, la Saturn et la PlayStation ont décidé de mettre des manettes avec des sticks analogiques. Mais le précurseur, on peut quand même considérer que c'est Monsieur Nintendo. Alors pour moi, le stick analogique de la Nintendo 64, j'ai jamais vraiment aimé. Notamment parce que c'était trop fin ici. Et j'avais toujours peur de le défoncer en fait. Même si c'était de la bonne qualité. J'avais toujours peur que c'était vraiment trop fragile. En plus, la précision de ce stick analogique, honnêtement, on peut pas dire que ça soit du grand art, hein, la précision. Dans certains jeux, je peux vous dire que pour manier avec précision on va dire l'angle de ce que vous voulez vraiment faire avec le stick, des fois c'est un petit peu la galère. Mais bon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. C'était plutôt une bonne idée. D'ailleurs, tout le monde après l'a reprise. Ensuite, vous aviez donc la gâchette ici, la gâchette Z, qui permettait notamment de tirer. Et ça, c'était vraiment une très très bonne idée, hein, notamment dans les FPS, d'avoir cette gâchette à l'arrière. Ça, c'était vraiment une très très bonne idée. Plus
ici, donc un petit port qui vous permettait de mettre le vibreur, une carte mémoire ou d'autres accessoires, mais surtout les cartes mémoire et surtout le vibreur. Donc ça, c'était vraiment aussi une révolution à l'époque, puisque les manettes ne faisaient pas que manettes. Et Nintendo 64, Nintendo avait très bien compris le truc et avait très bien compris que les manettes pouvaient aussi être un compagnon bien plus performant qu'une simple manette. Et donc du coup, eh bien, on pouvait ajouter pas mal d'accessoires sur ce port à l'arrière. Ce que Sony et ce que Sega, eux, n'ont pas fait malheureusement sur les leurs. Alors, mon classement pour cette génération. Ma première manette, évidemment, je vais prendre la DualShock 1. Alors, quand je vais faire la sixième génération, il y aura la DualShock 2, donc du coup, il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport au classement. Donc la DualShock 1 qui reste pour moi franchement une tuerie au niveau de la prise en main. En tout cas, personnellement pour moi, c'est l'une des manettes que je tiens le mieux. Ensuite, je dirais la Saturn, parce que j'ai énormément joué à la Mega Drive. Donc évidemment, la Saturn pour moi reste quand même aussi une manette extrêmement agréable à tenir en main. Je mettrai donc la Nintendo 64 parce qu'il faut quand même avouer que cette manette apporte un certain lot de nouveautés et non des moindres, même si honnêtement je trouve qu'elle est moche. Moi je la trouve moche, hein. Honnêtement, de graphisme je la trouve moche, de design je la trouve vraiment moche. On dirait une sorte de vieux truc designé pour essayer de faire futuriste, mais enfin bon, honnêtement, je la trouve vraiment pas belle. Mais on peut quand même considérer que quand on l'a en main pour certains jeux, et notamment les plus gros jeux de la Nintendo 64, cette manette fait parfaitement bien le travail. Ensuite, je prendrai la Panasonic pour la console 3DO. Et pour terminer, la PC Engine, la PC FX de chez NEC qui malheureusement est encore dernière de ce classement parce qu'il faut bien quand même reconnaître que les manettes de chez NEC, c'est vraiment pas le Pérou, hein. Voilà, donc c'est tout pour le classement de cette cinquième génération révolutionnaire, tant au point des jeux vidéo qui passent de la 2D à la 3D que pour les manettes qui permettent de faire autre chose que simplement jouer à des jeux. Elle permet de mettre des cartes mémoire, elle permet d'avoir un vibreur, elle permet aussi de brancher d'autres manettes dessus, elle permet de pouvoir mettre un casque. Et donc ça, c'était vraiment une nouvelle ère qui s'ouvrait à nous et qui ensuite sera le précurseur des futures générations. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour la sixième génération avec notamment la Xbox, première du nom, la Dreamcast et la PlayStation 2 ainsi que la GameCube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine.